Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea que je vous filme à l'instant pour que vous le voyez ce soir. Sachez que j'ai passé la nuit à regarder cette émission, à travailler un script et à tout faire pour que vous ayez un débrief en temps et en heure. Pour ceux qui sont totalement à la ramasse et qui savent pas du tout de quoi je parle, je vous parle en fait de la suite de ma vidéo d'hier du coup parce qu'elle est sortie dimanche. Et tout ceci traite du fameux complément d'enquête qui est sorti sur France 2 hier, donc dimanche 11 septembre à 22h35. Je l'ai vu dans les commentaires, vous vouliez tous un débrief de ma part par rapport à ça, que je revienne dessus point par point, qu'on en discute et que vous ayez un peu des informations supplémentaires s'il y en avait dans ce documentaire. C'est la raison pour laquelle je me suis cru à la fac et j'ai pris mes petites notes afin de vous dégoter un script et de vous faire ceci en temps et en heure. J'espère que ça va vous plaire, je vais vous expliquer sur quoi tout le documentaire est revenu et je vais vous parler point par point de l'émission. Je pense aussi avoir une très grosse migraine à la fin de ce montage, c'est la raison pour laquelle je pense pas être dans les commentaires tout de suite ce soir, j'y serai plus demain matin. Tout ceci étant dit, si vous êtes content de me retrouver, n'oubliez pas de liker la vidéo, la commenter avec le hashtag STT, abonnez-vous juste en dessous, prenez un truc à boire et installez-vous confortablement. Ah oh, et restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin on va revenir sur Magali qui se défend parce que ça s'est passé à la fin de l'émission et je vous mettrai le plus d'extraits que possible, droit d'auteur, tu connais. Donc sans plus tarder, j'ai envie de vous dire, j'ai ressorti ma meilleure perruque and let's get into the tea. Alors pour commencer, j'ai envie de vous dire que déjà avant la sortie de l'émission, il y a eu un certain engouement sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. Parce qu'en effet, beaucoup de followers, beaucoup d'influenceurs ont partagé les articles qui parlent de ça, du documentaire. Il était vraiment attendu. En plus, sachant qu'il a été décalé, il y a vraiment beaucoup de gens qui avaient déjà l'eau à la bouche. Par exemple, on pouvait lire, malgré les nombreux courriers d'avocats, notre complément d'enquête sur les influenceurs de la télé-réalité, initialement prévu jeudi dernier, sera bien diffusé ce dimanche soir. Bien évidemment, pas une virgule n'a été changée. Et en fait, ce qu'on sous-entend par là, c'est qu'il y aurait eu des pressions de certains avocats qui représentaient des personnes qu'on voit dans ce documentaire, qui auraient envoyé des documents afin de soustraire des passages, de soustraire certaines choses. France 2, eux, ont décidé de tout laisser tel quel et de nous sortir le document comme ils l'avaient initialement prévu. D'ailleurs, dans les menaces, tout le monde pensait à Magali Berda et à Shona Evans, mais moi, personnellement, je pensais plus à Wesley et à l'agence We Evans. Vous allez comprendre pourquoi, parce que le documentaire n'y est pas allé de main morte avec eux et ils ont sorti des trucs quand même assez problématiques, je trouve. D'ailleurs, même Sam Zira avait réagi à ça en story et j'ai trouvé ça super intéressant, donc je voulais vous le dire. Il a mis dimanche matin la fameuse pression mise par ceux qui savent pertinemment ce qu'ils font depuis bien longtemps. Pour ma part, quelqu'un dans le milieu, via son avocat, a demandé ce que je ne prononce plus jamais le nom de cette personne dans mes émissions. Genre, il croit qu'ils sont assez puissants pour violer une loi de 1881 sur la liberté de la presse. Oui, d'ailleurs, Sam Zira ouvre une chaîne Twitch si jamais ceux qui regardent Aja sont intéressés. Et je crois que ce mercredi, il va revenir sur complément d'enquête. Le documentaire commence et on est directement à Dubaï en train de voir les clichés en fait. Donc on voit des influenceurs sur des pool parties, on voit les grands bâtiments, on voit l'argent, on entend parler de l'argent, etc. Et à partir de là, je me suis dit, merde, on va mettre tout le monde dans le même panier. C'est un peu ce que je vous disais que je craignais, dans le sens où on va mettre tous les influenceurs ensemble, alors que, encore une fois, le documentaire, il parlait principalement de candidats télé-réalité. Finalement, c'est pas du tout ce qui va se passer parce qu'on va avoir une sorte de petit magnéto qui va présenter des influenceurs tels que Thibaut InShape en disant qu'il a une particularité dans le sport. On va aussi retrouver d'autres influenceurs avec leurs particularités et ils vont faire tout de suite une séparation entre ces influenceurs appelés créateurs de contenu et ceux dont ils allaient parler, les candidats télé-réalité. Au moment où j'écris ces lignes et au moment où je filme cette vidéo, le replay n'est pas sorti entièrement donc j'ai pas pu vous mettre cet extrait là, mais je trouve ça super dommage de ne pas l'avoir retrouvé parce que c'est vraiment une belle séparation je trouve. Quand l'émission commence vraiment à s'appuyer sur certains candidats, ils vont nous présenter Mila d'une manière assez étrange, je vous laisse écouter. Voici Marie Germain, alias Mila Jasmine. Visage et corps sculptés par le bistouri. Tout commence près de Toulon. Après son BEP, elle devient esthéticienne, puis stripteaseuse à Miami. Comme vous venez de l'entendre, on entend donc son vrai nom et on voit qu'elle se fait appeler Mila Jasmine, mais en plus de ça, ils l'ont quand même présentée comme une candidate refaite au bistouri. Pas de surprise, avec elle on va parler argent, on va parler grandes marques, grandes maisons, etc. On entend bel et bien Mila dire qu'elle est millionnaire, mais on n'en entend pas un peu plus. Elle nous donne aussi une fourchette de ses revenus, comme je vous l'avais dit, c'était entre je sais plus combien et 60 000 € par mois. Et il y a eu la fameuse histoire avec le placement de la Moula Shop, ce qui va vite dériver sur Shona Evans. Mais concernant la Moula Shop, Magali dira qu'ils avaient vérifié le site au moment où ils ont accepté la collab et que les arnaques et contrefaçons qui sont sur ce site seraient arrivées juste après. Vous allez voir qu'elle s'explique beaucoup et qu'elle a toujours quelque chose à dire, mais on y reviendra à la fin de la vidéo parce que là on va parler de Shona Evans.
L'émission a présenté Shona Evans comme la première agence d'influence en France, comme l'agence référente en fait. De ce fait, en fait, on met directement sur l'agence une énorme responsabilité, c'est-à-dire que d'après beaucoup de gens, vu que c'est l'agence référente, l'agence générale, l'erreur n'est pas possible, etc. Non pas que je prenne la défense de Magali, mais je trouve qu'on lui a quand même mis beaucoup de choses sur le dos. D'ailleurs, par exemple, à la fin de l'émission, quand il y a Magali qui parle avec le journaliste, il va lui présenter 7 candidats et il va dire qu'ils sont dans l'agence de Magali, alors que si on regarde bien, il n'y en a que 2 qui y sont actuellement. Donc je trouve qu'on lui met aussi beaucoup de choses sur le dos. À l'agence, je parle pas à Magali, Magali a ses torts quand même. Et c'est pour ça qu'en fait je crois que l'agence référente, ça serait pas ouf dans le sens où bah du coup ils ont vraiment pas le droit à l'erreur, alors qu'ils en font quand même. Mais bref, ils n'y sont pas allés de main morte, ils ont demandé les tarifs des partenariats, combien ils en faisaient par jour, etc. Et c'est comme ça qu'on apprendra quelques tarifs. Alors attention, c'est pas Magali qui a donné ces chiffres, étant donné que Magali, quand on lui a posé la question, elle était assez gênée de parler d'argent, je trouve. Mais Complément d'enquête a réussi à aller jusqu'à quelques marques pour avoir certains tarifs en fonction des influenceurs. On apprendra que pour Nabila, un post irait jusqu'à 10 000 €, Jessica 7 000, Emilia 3 000, alors qu'elle disait aller au maximum à 5 000. Je vais revenir sur les arnaques dans un petit instant parce que on est vraiment dessus à la fin du reportage et moi j'ai fait ma chronologie comme ça, mais on va quand même voir dans ce fameux passage Shona Evans la fameuse scène où Magali va s'emporter. Moi là tu me pièges en fait, parce que en vrai, parce que tu me fais parler de 2 trucs, tu m'as pas prévenu. En plus de ça, je sais même pas si c'est les miens et j'ai répondu, alors je savais même pas si c'est moi, j'ai même pas pu vérifier si c'était de chez moi. Donc déjà je voudrais que cette séquence-là elle apparaisse pas, parce que je veux pas me sentir piégée dans le sens où je n'ai pas les éléments de réponse. Alors on se revoit pour faire une réponse propre avec la juriste. Je vais réfléchir. Pourquoi pas? Je vais réfléchir. Moi je tue mon travail. Franchement c'est pas cool. J'ai 3 enfants moi, tu sais j'ai 60 salariés, c'est pas un jeu hein. Laissez-moi vous expliquer. En fait, ceci est arrivé parce que le journaliste qui était là, donc le journaliste enquêteur, a réussi à faire une sorte de petit diapo de quelques placements dits déplacés. On avait une candidate qui faisait des placements pour des faux permis, des trucs dans le genre, donc ça c'est illégal. On a eu une autre candidate qui faisait des placements pour des pronostics en disant qu'on n'avait absolument rien à perdre, alors que bah si, tu peux perdre beaucoup d'argent. Et en fait, tout ceci a été montré à Magali par surprise, et c'est pour ça qu'elle dit qu'elle n'a pas d'éléments de réponse, et qu'elle veut pas en parler, qu'elle s'énerve et qu'elle s'en va. Dans le documentaire, on voit que dès le lendemain, elle va finalement accepter de répondre aux questions. Elle va faire un petit peu son mea culpa en disant qu'il y a des choses qui n'auraient pas dû être dites de telle manière, en disant qu'elle travaille plus avec certains candidats, avec certaines marques, etc. Et c'est pour ça que je vous dis que je trouve qu'elle s'explique beaucoup en fait. C'est pas forcément positif, hein, ça veut dire qu'elle a toujours réponse à quoi que ce soit et que comme vous l'avez compris, quand elle n'a pas réponse, elle préfère ne pas parler. Et ça c'est un truc qui est beaucoup ressorti de la part du journaliste enquêteur et de la part de ce que j'ai pu lire ce matin sur internet, c'est qu'il y a beaucoup d'explications de la part de Magali, qu'elle a toujours une bonne excuse pour toutes les erreurs, mais quand vont-elles s'arrêter? Mais ça, je vous en parlerai dans mon avis. Avant de passer à la prochaine sous-partie, je voulais aussi vous faire un mot sur la politique parce qu'on en a beaucoup parlé dans cette émission. Et en fait, on va demander directement à Magali Berda si elle se sent pas utilisée par les politiques pour son image, son audience, etc. Elle va dire très clairement que non parce qu'elle sait très bien que tout le monde y trouve un intérêt. Et en fait, la politique trouve un intérêt dans Magali Berda parce que en faisant des vidéos avec elle, ils allaient toucher l'audience qu'ils cherchaient à toucher parce que Magali va montrer ses stats et ses vidéos sont principalement regardées par les 18-25 ans, la tranche d'âge que beaucoup de politiciens cherchent à toucher pour les messages, les engagements, les votes, etc. Donc en fait, c'est vraiment la politique se sert de Magali pour avoir son audience, pour qu'il rejoigne certains groupes de vote, etc. Et dans le sens inverse, Magali utilise la politique pour pouvoir en parler et pour aussi rentrer petit à petit, certainement, à l'intérieur. Je suis désolé si vous entendez du bruit, il y a ma voisine qui tombe. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ma voisine, oui, celle qui n'aime pas Blue. Un autre truc dont je voulais vous parler, mais il va vraiment falloir s'accrocher sur le coup, parce que le programme a mis en place une sorte de schéma planétaire qui représente très bien ce milieu. Malheureusement, comme je vous le dis, la diffusion n'est pas sortie au moment où je filme, et je pense pas qu'à mon montage non plus, donc je pourrais pas vous le mettre, donc je vais juste vous l'expliquer, donc écoutez bien. En fait, ils partent des candidats télé-réalité, donc on va prendre un candidat, on va dire, je sais pas, Maeva Genam, et en fait, dans ce schéma, on se rend compte que Maeva Genam, elle va être placée dans Shona Evans, donc l'agence de Magali Berda, et que cette agence a été rachetée par le groupe Banijay qui gère les émissions style Touche pas à mon poste, Les Marseillais, Le Reste du Monde, etc. Et en fait, ce qu'ils vont appeler un écosystème, et je trouve que c'est un très beau mot, il fonctionne de la manière suivante, donc on va prendre un candidat de chez Shona, on va le faire aller dans une télé du groupe Banijay, ça va lui faire donner des followers, donc il va pouvoir faire plus de placements, revenir plus cher, et Shona a aussi sa part de pourcentage sur chaque placement qui était montré dans le documentaire, allant jusqu'à 20%, ce qui est beaucoup quand même. Donc je sais pas si vous avez compris, mais en fait, tout ceci va faire une sorte de machine à fric, littéralement, je suis désolé du terme, mais on va prendre un candidat, on va lui donner des followers, quand il en a plus, qui fait plus parler de lui, hop, on le remet dans une émission, ça lui donne des placements, hop, on le renvoie dans Shona, et bim bam boum, l'argent, le candidat le fait, Shona prend sa part, et tout le monde prend sa part au-dessus, parce que
que tout appartient à tout le monde et ça fait enfin le schéma était extrêmement bien dessiné visuellement pour qu'on comprenne en fait, je trouve ça incroyable. Et de l'autre côté, on avait pareil avec We Evans qui lui était contrôlé par je ne sais plus quel groupe, pardon, je m'en rappelle plus, mais ce groupe avait les émissions style La Villa des Cœurs Brisés, La Bataille des Clans, tout ce qui va un peu se trouver sur TFX en fait. Et je trouve ça ultra intéressant d'en parler parce que ça permet vraiment de se rendre compte que cette spirale, en fait, c'est vraiment une spirale à argent, à followers, etc. D'ailleurs, ils diront ceci. C'est le jusqu'au boutisme de cet écosystème, ils veulent maîtriser toutes les étapes et la seule qui leur échappait, c'était de travailler avec des marques. Pour éviter une déperdition d'argent, ils ont donc créé leur propre marque, dont ils assurent eux-mêmes la promotion. Il y a beaucoup de plaintes sur des produits commercialisés en 2020, notamment celle de cosmétiques que nous mettons en avant dans notre enquête. Nous avons contacté les autorités de contrôle qui nous ont semblé débordés par le nombre d'influenceurs, de marques et de placements de produits éphémères. Cela devrait revenir aux agences de mieux contrôler les entreprises avec lesquelles elles travaillent. Et j'ai relevé cette citation parce qu'on va apprendre que donc il y a des agences qui sont carrément derrière des marques qui promouvoient pour vraiment faire fonctionner cet écosystème. Et tout ceci sur l'argent des Français. D'après Magali Berda, son chiffre d'affaires qui était d'environ 4 millions d'euros il y a quelques années, aurait été divisé par 3 dû au fait qu'elle refuserait tous les dropshipping qui seraient en train de trier les influenceurs avec qui elle travaille et les sites. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'hier, je trouve qu'il y a de moins en moins de stories de ce style de dropshipping, d'arnaque, etc. Mais ça n'enlève pas les produits dangereux, ça n'enlève pas 2-3 choses que je vois encore passer. Donc le tri n'a pas été fini et je tiens à souligner que oui, en effet, comme elle le dit, l'erreur est humaine, qu'on apprend tous les jours pour évoluer, etc. Mais je trouve ça bizarre que le tri commence à être fait quand tout ceci devient vraiment public, alors qu'on en parlait quand même il y a déjà quelques années. Comme vous l'avez entendu, ils ont donc parlé aussi d'une marque de cosmétiques et j'ai décidé de vous donner toute l'explication par rapport à ce placement de fameux shampoing dont je vous ai parlé hier. Pour contexte, on a donc une candidate de famille nombreuse XXL, Cindy, qui s'est retrouvée sur Instagram et dans une agence, l'agence We Evans, à faire la promotion d'une certaine marque que moi personnellement je ne prononcerai pas, j'ai pas envie d'avoir de problème avec ça. Au fil du temps, elle a commencé à perdre des cheveux, elle a appelé l'agence qui lui ont dit de remplacer le produit par son propre shampoing. Elle a décidé de partir de l'agence. Au bout d'une semaine d'utilisation, j'ai déjà les cheveux qui commencent à changer. J'ai les cheveux qui commencent à être secs et dès que je sors de la douche, que je me coiffe, c'est des poignées de cheveux qui commencent à tomber en fait. Compo pas top, on les voit partout mais j'ai testé grosse perte de cheveux, démangeaisons, ça vaut rien, j'ai eu une mycose à cause de Niki Paris. Là je me dis mais je suis vraiment obligée en fait d'utiliser les produits et là on me sort ouvertement. Ma chérie, si tu veux pas les utiliser, tu fais comme beaucoup le font, tu mets tes produits à toi dans les packaging. Le pire, c'est que dans cette émission, on entend vraiment un audio de Wesley qui dit que ce sont bel et bien les fournisseurs, les fautifs, etc. et qu'il y a juste un problème par rapport aux fournisseurs. Pourquoi il y avait des substances interdites? Pourquoi ça a continué d'être vendu à cette époque, en 2020? C'était une erreur de notre fournisseur. Et la cosmétologie, il y a des choses qui sont autorisées. Mais tous les ans, il y a des nouveaux produits qui peuvent être interdits. Moi, ce que j'ai lu dans mes commentaires et de ce que vous m'avez dit, c'est que cette marque, en fait, appartient directement à Wesley. Et ça a été dit dans le documentaire. Donc, je trouve ça d'autant plus grave, en fait. Mais bon, c'est pas grave. En fait, si c'est grave, et j'ai envie de dire que c'est grave parce que ça veut dire que ce mec ose créer des produits nocifs, les donner à ses influenceurs pour qu'ils les revendent à d'autres personnes qui, soit dit en passant, n'ont rien demandé et qui veulent juste faire comme leurs influenceurs préférés. Donc là, je parle vraiment des plus jeunes. Tout ça pour faire fonctionner cette machine à fric et ce schéma planétaire. On a aussi eu l'apparition de Natania que vous connaissez certainement, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Elle est venue pour dire une fois de plus que Magali n'aurait jamais réagi à l'histoire d'agression sexuelle qu'elle aurait subie par Ilan. En gros, le contexte, ils étaient en couple et il y a eu plus d'une fois des petits problèmes jusqu'à cette fameuse agression sexuelle de par les dires de Natania, de par la part d'Ilan. Et elle l'aurait dit à Magali qui, elle, n'aurait pensé qu'au placement de produits selon les dires de Natania, je précise. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, mais dans complément d'enquête, Magali s'est redéfendue en nous montrant des messages du jour d'avant. Je vous laisse voir l'extrait parce qu'on voit quand même noir sur blanc qu'elle était bel et bien là pour Natania, je trouve. Magali Berda affirme que ce message a été sorti de son contexte. Je veux que tu me dises chaque jour où ça va pas, d'accord? Tu es une poupée, chérie, fais attention à toi. Tu te construis seule, mais c'est ce qui te rend forte. Et je vais être beaucoup plus présente pour toi, je te donne ma parole, au-delà du travail. Et je lui marque noir sur blanc, je m'en fous des placements de produits. Ils étaient ensemble, ils flirtaient les deux. Ils dormaient ensemble, etc. Pour Natania, ça reste une agression. Mais moi, à l'époque où elle me le dit, elle le vivait pas comme ça. Voilà, moi, si j'ai une fille qui m'appelle en pleurant, qui me dit j'ai été agressée, je l'amène à la police. À aucun moment,
Je lui ai dit, ne dépose pas plainte ou n'en parle pas. Après, le problème, c'est que dans ce genre d'histoire, je pense qu'on n'aura jamais vraiment le fin mot, en fait, parce qu'on ne sait pas vraiment comment était leur relation. Je parle pas de Nathania et Ilan, je parle de Nathania et Magali. On ne sait pas vraiment tout, on n'a pas tous les éléments, mais je trouve que c'est quand même intéressant qu'ils reviennent là-dessus, parce que il n'y a pas eu de suite. En fait, bon, Ilan, ici, est dans de sales draps juridiquement parlant, mais il n'y a pas eu de suite publique, personne n'en a plus entendu parler, et c'était relié aussi à la politique avec Marlène Schiappa, qui est, elle, une féministe, et d'après Nathania, Magali Berda n'avait rien à faire avec elle, vu qu'elle ne l'a pas aidée, selon elle. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa. Marlène fait cocktail, et y en a pas. Elle se fait passer pour une féministe qui est là pour défendre la cause des femmes. Elle va rencontrer Marlène Schiappa pour parler de tout ça et jouer la féministe à 2 balles et nous faire des grandes interviews où après tu la joues politique, alors qu'elle a même pas été capable de défendre les intérêts de ses clients en fait. Ça, c'est grave. C'était un peu compliqué à comprendre, je pense que les extraits ont mieux parlé. Dernier point du programme, c'était Luna Sky, je vous en ai déjà parlé également. En contexte, je vous dirais tout simplement qu'elle a subi des opérations d'injection qui se sont très mal passées. Elle a eu ensuite, suite à ça, beaucoup d'hospitalisations, Elle a eu énormément de complications, ça s'est infecté, elle a passé des mois à l'hôpital à Los Angeles pour ensuite être ramenée en France. C'est vraiment très compliqué pour elle. Je vous laisserai aller voir la vidéo en question parce que je vais pas me réétaler là-dessus. À ce jour, tout va mieux, mais on a eu pas mal de nouvelles infos sur France 2. Déjà, tout a été prouvé que ça s'est bel et bien passé à la soirée de Maeva, et on a même un message du docteur qui dira à Luna de ne rien dire. Le message a été affiché dans l'émission, et de toute façon je crois que j'ai retrouvé un extrait, donc je vous l'affiche maintenant. En juin 2021, elle avait pensé mettre fin à ses complexes. Elle est alors à Dubaï, à l'anniversaire d'une amie influenceuse. Elle rencontre le docteur Azoulay, ici en chemise noire, un chirurgien esthétique français très en vue. L'intervention se serait déroulée dans la chambre de son ami, alors que les règles d'hygiène exigent un milieu stérile. Mais bien évidemment que je t'ai fait ces injections en France, à mon cabinet. Au cas où quelqu'un te pose la question, à toi, please. Dors, t'as pas le choix, y'a pas la clé. Et le problème, c'est que comme pour le cas de Cindy, donc l'influenceuse de Famille XXL, le problème c'est que ça va être très dur de remonter la pente, étant donné que Luna n'a plus les mêmes capacités physiques qu'avant, elle n'a plus aussi non plus la même influence, les marques ne veulent plus trop travailler avec elle, elle ne peut pas non plus refaire de télé pour le moment, donc c'est vraiment assez compliqué, et elle dira qu'elle est même endettée parce qu'elle a pris un prêt pour payer ses opérations aux États-Unis, parce que croyez-moi, ça coûte très cher. Et ça aussi, je trouve que c'était un point très intéressant, parce que de toute façon, j'ai une vidéo qui va sortir sur ce sujet, mais l'influence, ça peut s'arrêter à tout moment, c'est pas du tout sûr, et on peut très vite être là et vite redescendre en quelques choix en fait qui n'ont pas forcément été bons pour soi. Revenons sur ce qui est sorti après l'enquête, j'ai pris 2-3 stories d'influenceurs, je vais vous les lire. Déjà, on a le compte Instagram Chayara TV, qui est un compte qui revient sur beaucoup d'actu de scoop de télé-réalité, qui a dit « Si j'ai des commentaires à faire sur ce reportage, il n'y avait malheureusement aucun fil conducteur, on passait de histoire A à histoire B, de Dubaï à Paris, en passant de l'histoire de Nathania et de Luna, qui semblait n'être qu'une addition pour combler. » Et ça, c'est vrai que je suis assez d'accord, parce que même si on a fini avec ça, c'était vraiment des petits passages en fait, et le truc était vraiment principalement basé sur Magali, j'ai l'impression, mais c'est vrai qu'on vacillait vite de Dubaï à Paris, de Paris à Dubaï, sans avoir la fin d'une histoire ou le début d'une autre, c'était juste des scènes en fait. Je suis très déçu d'à quel point le documentaire était court. Il a duré à bas mot 1 heure, alors qu'il devait durer environ 2h30, pression pour couper le direct de l'émission. Moi je ne pense pas que c'était ça, apparemment c'était à cause de la déprogrammation du coup due à la mort de la reine Elisabeth II, et ils voulaient pas changer le programme, donc en fait ils ont mis juste 2 trucs dans cette plage horaire là, mais ils l'ont appelé complément d'enquête d'après ce que j'ai entendu. Mais sinon c'était franchement super divertissant, et ça permettra à des candidats de réfléchir à 2 fois avant de faire des partenariats douteux. Elle a aussi mis Mila me tue à cause du correcteur automatique de Mila, c'est un truc qui a été beaucoup critiqué parce qu'on la voit typer sur son téléphone et on voit que le deuxième mot est bâtard, donc voilà. On a aussi Bastos qui a réagi parce qu'il a fait un live Twitch il me semble juste après la sortie, et il a dit en story « Bon, c'était le pire reportage de la Terre, ils ont clairement pas eu les couilles de se mettre pas mal de gens à dos, ou alors ils sont juste mauvais. On dirait un reportage qui aurait été fait il y a 4 ans. » Il y a des gens qui ont réagi à la story de Bastos en disant que oui, mais au moins ça a ouvert les yeux à ceux qui n'étaient pas au courant, parce qu'en fait oui c'est vrai, quand t'es dans le milieu et quand
t'es déjà au courant de tout. Ce reportage, il t'apporte rien de plus à part des éléments d'infos à ajouter à ton contenu, par exemple moi, tu vois. Mais pour les candidats, etc., on n'apprend vraiment pas beaucoup de choses en plus à part des détails. Par contre, pour la majorité des Français qui se font arnaquer, qui se posent des questions, etc., il est super intéressant parce que c'est détaillé et justement, on a des infos que nous, on avait en gros et pas en détail. Est-ce que je fais genre que je suis dans ce milieu? Mais de toute façon, je crois que je suis dans ce milieu maintenant. Le documentaire a aussi beaucoup été critiqué pour la scène de Magali où elle demande à ne pas être postée dans le documentaire alors que celle-ci a été faite, et voici ce que Complément d'enquête dira aux médias. Nous sommes dans notre droit à partir du moment où quelqu'un qui vous autorise à tourner à l'instant T répond à vos questions et passe plusieurs heures avec vous. Nos interlocuteurs ne connaissent pas à l'avance les questions que nous allons leur poser. Poser des questions auxquelles on ne s'attend pas fait partie du travail d'enquête journalistique, et la réaction de Magali Berda en elle-même est un élément d'information sur ses méthodes et la manière dont elle gère son entreprise. Et pour le coup, c'est vrai que c'est un piège, mais c'est un piège qui est malheureusement légal, parce que Magali a certainement signé un contrat avant tout ça, et c'est vrai que, oui, s'ils veulent diffuser, ils peuvent diffuser, et c'est ça aussi qui est un peu problématique avec la télé, c'est qu'une fois que tu as signé le contrat, ils peuvent diffuser ce qu'ils veulent de toi. Si nous avions écouté Magali Berda, nous aurions eu à lui soumettre l'intégralité du reportage pour obtenir sa validation avant diffusion. Au départ, elle voulait même nous faire signer un document comme quoi elle acceptait de participer au reportage sous condition qu'on lui montre les images et que tout lui plaise, avec la possibilité pour elle de se rétracter en cas de désagrément. Du Magali Berda, quoi. Beaucoup de gens pensent encore que la presse est juste un organe de communication qu'on peut utiliser, maîtriser et manipuler, or ce n'est pas le cas. Très bien dit. Ils termineront par dire: Mila Jasmine nous a reçus très gentiment, mais après le tournage, elle a refusé que nous exploitions certains passages de notre interview. C'est un peu facile. Si tous les gens qui participent à des sujets d'enquête choisissent ce que nous allons diffuser, nous perdons toute liberté éditoriale, toute distance journalistique, et nous devenons juste des organes de communication et de promotion. Notre boulot est de décrypter, d'enquêter et de porter les informations à la connaissance du public, et c'est vrai, et c'est pour ça que j'ai trouvé ce documentaire très intéressant, parce qu'il n'y a pas eu de coupure en fait, et parce que ils ont montré et dit toutes les choses pour lesquelles ils ont travaillé, je trouve, j'ai l'impression. Et je terminerai par rapport à Mila, parce qu'il y a vraiment beaucoup de critiques sur elle, sur le fait qu'elle ne sait pas écrire, qu'elle ment, enfin tout ce que je vous ai déjà dit dans la vidéo d'hier en fait, et les principales critiques qui ressortent en TT, donc en top tweet, sont par rapport à Mila et par rapport au fait que c'était pas complet pour ceux qui sont un peu plus au courant des choses. Il y a eu aussi beaucoup de bruit par rapport au fait qu'un Castaldi travaille chez Shona Evans. Comme je vous l'ai dit, tout repose sur ce schéma pour que tout tourne au mieux. Regardez cet extrait où l'on voit le fils Castaldi et pas Simon travailler là-bas. Ici, on travaille un peu en famille. Des clients. Et puis il y a Julien aussi qui est là. Et on aime le showbiz. C'est le fils de Benjamin Castaldi. Ça va faire 4 ans. 4 ans. Voilà, après il a rencontré sa chérie. Et maintenant ils attendent un heureux événement. Donc je vais devenir tata. C'est voilà, ça. super. C'est ça. Une tata, une copine. Magali Berda se veut tout sauf une patronne. Suite à ça, il y a eu des tweets reprenant ceci en disant que c'était très bizarre que toutes ces personnes soient mêlées ensemble et qu'on n'en sache pas un peu plus. Autre chose sur Twitter que je ne vous ai pas mentionné, lisez-moi ça. On n'oublie pas que le documentaire devait faire 30 minutes de plus et qu'on a totalement oublié de parler du CPF et de l'argent de l'État. Et c'est vrai qu'il y a eu que quelques secondes qui parlaient de ça durant tout le documentaire. Dernier point, il y a eu un passage où on entend une femme dire que les candidats sont à l'origine des placements. La youtubeuse Luffy a réagi à ça et écoutez cette story. Par exemple, ces influenceurs de la télé, c'était les seuls à faire ça. Donc ils ont lancé, pour le coup, une tendance. Et maintenant, en fait, il y a beaucoup plus d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Je terminerai cette vidéo pour vous parler de la partie interview entre Magali et le journaliste parce qu'elle a pu un peu revenir sur tout le documentaire qu'elle venait de visionner en même temps que nous. Elle a dit qu'aucun de ses talents ou elle n'aurait fait une pub pour injection, chirurgie, etc. alors qu'on lui en montre une à l'écran. Elle dira que c'est juste des partages en fait, mais moi j'en avais aussi vu de Maëva et de plein d'autres, mais bon, si ce sont des partages, ça passe. Allons influencer les gens à se piquer la tête. Évidemment non, ce que je veux dire c'est que c'est de la promotion dangereuse, et elle dit ça qu'en mode oui mais je partage tout avec ma communauté sur mes réseaux, etc. Mais d'un autre côté tu dis aussi à tes influenceurs d'avoir une certaine responsabilité par rapport à ce qu'ils partagent, donc ne partage pas des piqûres à des gens qui pourront vouloir faire la même chose que toi. Elle dira aussi s'être séparée de personnes ou de marques qui pouvaient poser problème, donc par exemple Ilan, des marques de dropshipping, arnaque. Je vous en ai parlé il y a 5 minutes, je suis d'accord, j'ai l'impression que ça arrive, mais j'ai l'impression que c'est très lent, et comme par hasard ça sort une fois que tout ceci a été déterré. Elle dit aussi qu'elle fera très attention à ce jour par rapport au collab, je vous en ai déjà parlé. Elle s'est défendue en fait sur vraiment chaque point abordé, et elle ne fait que s'expliquer
et elle ne fait que se défendre en fait en ayant toujours réponse à tout, mais j'ai l'impression qu'elle s'est pas beaucoup mouillée par rapport aux questions. Moi une question que j'ai envie de vous poser, c'est du coup pour les placements dangereux, les placements dits déplacés, etc. On fait comment? On s'en prend à qui? On s'en prend à Magali, on s'en prend à l'agence, donc oui à Magali, on s'en prend au candidat, on s'en prend à l'entreprise, à la marque. On fait comment? Parce que moi j'aimerais juste en fait que ça s'arrête et que les gens arrêtent de se faire arnaquer ou de se faire perdre les cheveux. Cette histoire m'a ultra touché, je trouve ça absolument horrible. Comme je vous l'ai dit, elle ne fait que s'expliquer et a toujours réponse à tout. De mon point de vue, je pense qu'elle essaye de s'en sortir comme elle peut. Ce que j'entends par là, c'est que je pense sincèrement qu'elle essaye d'aller de l'avant et de faire de mieux en mieux pour son agence, qu'elle a fait passer l'argent après, qu'elle fait passer la qualité avant, mais encore une fois, tout vient de sortir, donc j'ai l'impression que c'est quand même trop tard, sachant qu'on en parlait déjà il y a 3-4 ans, Natania en avait déjà parlé aussi, tout le monde en a déjà parlé en fait des problèmes qu'il y avait. J'ai clippé quelques moments de cette interview pour vous, et voici un peu ce que ça donne, ce condensé. En gros, pour lui, c'est un délit puni de 10 ans de prison. Est-ce que c'est une plainte qui vous fait peur? Alors non, parce que déjà, les 3/4 des influenceurs là ne sont pas dans mon agence. Dropshipping, aujourd'hui, ça représente que 5% de notre chiffre d'affaires, ce qui est pas grand-chose. Depuis 2 ans, presque 2 ans et demi, on fait un vrai tri là-dessus, on a fait un vrai tri. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas remettre en cause toute une économie, c'est-à-dire que vous allez trouver aussi votre paire de baskets à des prix, vous pouvez la trouver aussi en Chine, enfin, peut-être qu'elle va être... en fait, je ne peux pas, moi, réinventer l'économie française. Alors, comme c'est bientôt Noël et que tout le monde est fan de ce genre de montre connectée qui coûte en général 200, 300, 400 euros, ça coûte une vraie fortune, je vous conseille de commander la Full Watch parce qu'on a réussi à obtenir une réduction incroyable. Vous faites croire que vous utilisez cette montre alors qu'en fait, vous l'avez jamais portée. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous l'avez pas aujourd'hui en tout cas. Oui, mais qu'est-ce que vous en savez que je ne la porte pas? Vous l'avez portée? Oui, je l'ai déjà portée, bien sûr. La montre connectée, je l'ai déjà portée, bien sûr. J'ai une tendinite au bras. Mais vous savez, je vais vous dire, je fais... C'est là aussi vous êtes un peu dur parce que je fais 365 jours fois 365 de story, d'accord, depuis 5 ans. Voilà, j'ai montré une fois une piqûre et j'ai dit que j'étais contente de cette personne. Pas de bol, c'est encore une fois une exception. Il y a beaucoup d'exceptions. En fait. Je terminerai cette vidéo pas par mon avis parce que j'ai pas envie de vous donner mon avis en détail par rapport à tout ça. Je sais ce que je pense et je regarde pour moi. Je vous ai donné ce que je donnerai publiquement tout au fil de la vidéo. Par contre, ce que je vous dirais, c'est que j'espère sincèrement que tous ces trucs que j'appelle des trucs sales en fait vont s'arrêter de plus en plus et de plus en plus vite parce que même si ça prend son petit chemin, il y a quand même encore beaucoup de choses à régler et pour quelqu'un qui veut mettre des règles et des cadres, etc. À ses influenceurs, je pense qu'il faudrait aussi le faire pour l'agence. Et d'ailleurs, c'est un truc que le journaliste lui a dit, et elle dira qu'elle est carrément allée voir l'État en 2021 pour essayer d'être encadrée, etc., et qu'elle essaye de le faire, mais que oui, l'erreur est humaine et qu'elle peut pas contrôler tout le monde parce que ce sont tous des êtres humains. Comme vous voyez, j'ai l'impression que c'est quand même assez facile et qu'on se mouille pas trop, tu vois, on s'est pas beaucoup mouillé dans cette interview. Pas beaucoup de mots par rapport à Booba d'ailleurs, à part le fait qu'ils sont revenus sur le clash de l'été pour contextualiser, je pense, l'émission, mais rien non plus, j'ai l'impression, à part que Magali a dit qu'elle n'avait absolument pas peur des plaintes que Booba a fait en fait contre elle, contre l'agence, etc. étant donné qu'elle a toujours été transparente et qu'elle n'a plus rien à cacher. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette vidéo qui je pense a été quand même un gros morceau parce que j'ai décidé de vraiment revenir point par point. Je crois que j'ai rien oublié par rapport à cette émission. Si j'ai oublié des trucs, de toute façon les commentaires sont là, donc n'hésitez pas à me le dire, qu'on en discute, etc. J'attends vraiment des commentaires de votre part. Dites-moi si vous avez regardé l'émission, ce que vous en avez pensé, si elle était assez complète, si elle n'était pas du tout, si vous avez appris des choses, si vous avez trouvé ça intéressant. Dites-moi aussi si vous étiez du côté des clients de collaboration, donc si vous achetiez des placements de produits et qu'aujourd'hui vous avez décidé de ne plus le faire. Mais vraiment, ayez un échange avec moi sous cette vidéo parce que je trouve que c'est un gros boom en fait qui peut se passer et j'ai l'impression que plus on en parlera, que ce soit entre nous, en famille ou peu importe, dans des commentaires YouTube, Instagram, plus ça sera vu par des personnes qui sont pas au courant et ça va vraiment faire cet effet boule de neige qui va peut-être rendre ce monde d'influence enfin cadré. Je pense que j'ai beaucoup été émotif sur la fin de cette vidéo parce que déjà j'ai pas beaucoup dormi comme vous l'avez compris, mais en plus de ça c'est vraiment des choses qui me touchent en fait parce qu'en plus c'est mon travail aussi et j'ai pas envie qu'on descende et qu'on mette tout le monde dans le même panier, des gens qui ne le sont pas. J'ai envie aussi qu'on avance tous bien ensemble, qu'on arrête ces guéguerres, que ça soit entre Booba, Magali, entre je sais pas Maëva Guénam et les autres, juste avoir un milieu sain, tu vois. Les gens peuvent ne pas s'entendre, mais du côté public et du
côté pour les abonnés, pour les communautés, que ce soit sain. C'est sur ces belles paroles que je vous laisse là. Je vous laisse liker cette vidéo si elle vous a intéressé, la commenter avec le hashtag STT. Abonnez-vous juste en dessous. Je vois plein de gens qui me regardent et qui sont pas abonnés, mais vous revenez régulièrement. Donc n'hésitez pas, c'est juste un clic pour vous et moi ça m'aide énormément. Moi et ma perruque du futur que j'ai un peu ondulée, j'ai lissé la frange. J'adore vraiment ce style et ce look. Donc notez-le sur 10 ainsi que mon make-up très brun avec un trait bleu en dessous. On arrive en automne et moi je suis là avec mes make-up bleus. Je sais pas pourquoi. Je fais plein de gros bisous. C'est vraiment que du love comme d'habitude. Et comme je vous le dis depuis le début de ma chaîne, faites vraiment attention à qui vous donnez du crédit, à qui vous donnez votre argent sur internet aussi. J'ai essayé de le démontrer dans plusieurs vidéos. Là c'est carrément une télé qui l'a fait. Donc j'espère sincèrement que ceux qui sont plus jeunes, un peu plus naïfs, qui veulent ressembler à leur idole, etc., essayez de mettre une barrière et vous demandez si c'est vraiment la bonne chose à faire. Je vous aime et je vous dis à dans 2 jours pour la vidéo qui devait sortir aujourd'hui par rapport à la triche de Maëva Guénam dans l'émission des 50. Je vous aime, la bise.